Bien, mais je vous propose de commencer le grand tour d'aujourd'hui. Euh, bon, on a beaucoup parlé de vaccination, genre depuis 2 ans, mais ici, ça ne sera pas de la vaccination Covid. Euh, Encore, ça ferait un sujet intéressant de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quand il faut faire, etc. Hors Covid. Il y a du neuf, genre. Voilà, ok, parfait. Donc, je voulais vous dire un petit mot en fait sur le développement des vaccins mucosaux contre le Covid-19, parce que c'est quand même idéalement la meilleure vaccination possible et imaginable. Et j'ai été attiré par un petit commentaire, par un article dans Nature il y a un gros mois de ça, qui parlait donc de ce développement en cours, évidemment, de ces vaccins administrés localement au niveau de la sphère ORL. Évidemment, théoriquement, l'avantage de ces vaccins, c'est que ça permettrait de bloquer l'entrée du virus là où il rentre, non pas la porte d'entrée. Bien sûr, idéalement, ce vaccin pourrait activer les lymphocytes tissulaires, TB, bien entendu, avec production d'anticorps mucosaux, donc des dimères d'IgG, les IgA. Ça protégerait aussi éventuellement contre les formes modérées, l'action rapide, bien entendu. Ça permettrait aussi, donc cette immunité mucosale permettrait évidemment de diminuer la contagiosité et aussi, bien entendu, et en plus, et c'est très important, rendre peut-être les sceptiques à la vaccination un peu moins sceptiques parce que, évidemment, c'est un traitement péros ou même en forme de puff. Alors, la photo là, la photo là, juste pour information, c'est une photo qui date de 2009 quand on parlait quand on essayait de mettre au point le vaccin contre l'influenza. Alors, le problème, c'est est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas? Et c'est là le but de ma présentation ici. Un petit mot, la grosse difficulté, c'est de mesurer l'efficacité de ce vaccin, en fait. Comment va-t-on mesurer l'efficacité? Quand on injecte un vaccin en intramusculaire, on peut mesurer les anticorps circulants, c'est relativement facile à faire. Ici, ce qu'on doit faire, comment démontrer que le vaccin administré localement va être efficace. On peut doser des anticorps neutralisants, mais est-ce qu'il y a vraiment un rapport entre le fait d'avoir un taux d'anticorps neutralisants circulant élevé? Le lien n'est pas évident avec la protection locale. On peut évidemment essayer de doser les IgA sécrétoires, et il y a pas mal de modèles en fait où on fait des espèces de lavage des fosses nasales. Il faut alors Enfin, ce n'était pas si facile que ça. Il faut alors normaliser par rapport au taux d'IgA circulant, par exemple. Mais donc, c'est une procédure pour essayer de déterminer l'efficacité qui n'est pas évident. Le plus simple, peut-être, et le plus complet, ce serait de faire des études contrôlées placebo. Le problème, c'est que en cas de COVID, contrôler placebo, on a face à nous une population qui contiendra des gens qui ont déjà été en partie vaccinés, une dose, deux doses, trois doses, voire qui ont fait le Covid ou les deux ensemble. Et donc, trouver idéalement des sujets non humains va être de plus en plus difficile au fil du temps, bien entendu. Dernier point aussi, c'est qu'on craint aussi qu'éventuellement, par administration uniquement locale et stimulation locale du système de défense, donc au niveau de la muqueuse, si le patient a une vieille immunité partielle, ça pourrait même contrer ou contrecarrer un petit peu l'efficacité vaccinale. Alors ça, c'était le 8 septembre. C'est nouveau, bon, ça va. Et on ne va pas tout passer en revue, mais donc vous voyez qu'il y a à peu près actuellement une centaine de groupes qui travaillent sur le vaccin mucosal sur le Covid. Il y en a une centaine et il y a à peu près une vingtaine d'études qui sont maintenant au stade d'essais cliniques. On oublie la Russie, puisque la Russie dit qu'elle a approuvé un spray intranasal de son Sputnik 5, mais il n'y a aucun papier et aucune donnée publiée. Par contre, quand vous regardez les 4 premiers, et on va en dire un mot dans quelques secondes, en Inde, Bharat Biotech, qui est un très grand groupe de biotech indien, oui, en intranasal. Et alors, il y a un groupe chinois, un deuxième groupe chinois et un groupe iranien. Et donc, en Iran, ils disent qu'ils ont en fait déjà produit à peu près 5 millions de doses et que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'il faut, comme je vous disais, il faut démontrer l'efficacité. C'est bien de dire qu'on met au point un spray, mais encore faut-il démontrer l'efficacité. Ça, c'était le 8 septembre. Et coïncidence, la semaine suivante, le 15 septembre, dans la même gazette, vous voyez que la Chine et l'Inde ont approuvé les vaccins nasaux. Donc, ça fonctionne. La Chine, c'est un aérosol nasal et buccal
qu'il propose uniquement en tant que booster, donc chez quelqu'un qui a reçu déjà 2 doses injectées en temps intramusculaire, et l'Inde, vaccination primaire des gouttes nasales. Les 2 grands groupes disent que des études phase 3 ont été faites, mais elles ne sont pas disponibles à ce jour, nulle part. Bon, OK. Je trouve que ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait sur le domaine. Et en fait, c'est l'espoir, sans doute. Mais ça, c'est l'espoir aussi pour le vaccin contre la grippe, hein, contre l'influenza. Et ça fait plus de 15 ans qu'on travaille dessus sans avoir réussi correctement à mettre au point quelque chose d'efficace. Juste un petit mot, parce que ça a été publié il y a 1 mois ou 2. AstraZeneca, comme vous savez, AstraZeneca, le vaccin n'est plus vraiment utilisé. Bah, en tout cas, en Europe, il est plus utilisé. Alors, ils se sont dit qu'ils allaient faire une étude en faisant des sprays avec ce vaccin-là. Et donc, ça, c'est une étude sérieuse qui a été publiée il y a 1 mois ou 2. Donc, c'est une phase 1, évidemment. Ils ont pris 30 volontaires naïfs. Il faut déjà les trouver. Il y a 30 volontaires qui n'avaient pas été vaccinés, qui n'ont pas fait le Covid. On leur a mis une dose, enfin 3 dosages différents, mais ils ont eu donc un puff du vaccin d'AstraZeneca. 14 de ces volontaires ont reçu une deuxième dose 28 jours plus tard. Et alors, ils ont fait un autre groupe, enfin 2 autres groupes, 6 patients qui avaient déjà été vaccinés AstraZeneca, donc ça jouait le rôle d'un booster mucosal, et 6 patients vaccinés Pfizer qui ont reçu une dose donc comme booster mucosal. Et qu'est-ce qu'ils ont mesuré? Ils ont mesuré les anticorps dans le sérum et dans le liquide nasal. Ils ont fait des lavages, des fosses nasales, et donc ils ont mesuré. La conclusion, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une petite étude, mais la conclusion, c'est que c'est bien toléré. Il n'y a pas d'effet secondaire local important, mais par contre, ils n'induisent aucune réponse, ni locale, ni systémique. Et donc, c'est assez décevant quand on voit que juste avant, les Chinois et les Indiens font beaucoup mieux que nous, et les Russes sans doute aussi. On est quand même assez surpris de voir que nous ne sommes pas capables de mettre au point un vaccin mucosal sur le Covid. Un petit mot sur le pneumocoque, parce que je crois que ça, c'est quand même très important de rappeler. Un petit mot sur l'Apexnar. C'est un nom qui va être très facile à retenir. Donc, c'est le nouveau vaccin contre le pneumocoque, qui est le vaccin conjugué. Je vais passer relativement vite, simplement pour rappeler que dans une revue sur les causes d'infection des voies respiratoires inférieures dans 195 pays, c'est le pneumocoque qui arrive en numéro 1, bien entendu. Alors, les pneumonies invasives ou non invasives à pneumocoque, ben ça, c'est très schématique, mais la majorité, 75%, sont considérées comme non invasives. 25% s'accompagnent d'une bactériémie. Et à titre de comparaison, vous savez que les bactériémies seules, c'est heureusement beaucoup plus rare, et les méningites à pneumocoque sont encore beaucoup plus rares. Ce qui est important, c'est que clairement, les personnes à risque, donc les personnes débilités ou qui ont des facteurs de comorbidité sont beaucoup plus à risque de faire des infections à pneumocoque nécessitant une hospitalisation. Si globalement, vous voyez, si l'incidence d'hospitalisation pour pneumonie à pneumocoque sur 100 000 patients en de 82, si le patient présente une maladie respiratoire chronique, cardiaque chronique ou hépatique, vous voyez que le risque d'être hospitalisé, de devoir être hospitalisé est beaucoup plus important. Donc, ce sont ces patients-là qui sont particulièrement vulnérables et qu'il convient de protéger en priorité. Petit rappel quand même de l'historique. Vous vaccinez tous avec le PP23, hein, avec le fameux Pneumovax 23. Il a 40 ans, le Pneumovax 23. Il a été mis sur le marché en 1983. Enfin, il a bientôt 40 ans. Rappel, le Prévenir 7 en 2001, homologué pour les nourrissons et les enfants. Puis après ça, le fameux Prévenir 13 que nous utilisons tous encore, enfin, jusqu'à aujourd'hui. C'est sur les années 2009-2011. Je dirais un mot sur celui-ci, sur le Vaxneuvance. Et puis maintenant, en 2022, autorisation de l'Apexnar, donc qui est un vaccin conjugué, couvrant 20 sérotypes différents. La grande différence, mais c'est vraiment très schématique, les vaccins saccaridiques ou polyosidiques, donc comme le Pneumovax 23, c'est uniquement des antigènes polysaccharidiques isolés de 23 sérotypes de pneumocoque. Et l'avantage, c'est que ça produit, ça permet à inciter, à induire la production d'anticorps par la lymphocyte B, mais ça n'agit pas ou quasiment pas sur les lymphocytes T. Et donc, l'efficacité de ces vaccins polysaccharidiques est fortement limitée par rapport aux vaccins conjugués, qui sont en fait les mêmes antigènes, mais qui sont liés à une protéine vectrice qui va améliorer grandement la réponse vaccinale, puisque
outre le fait, bien entendu, d'activer les lymphocytes B et de stimuler la production d'anticorps, on agit aussi sur les lymphocytes T qui vont pouvoir aller recruter des lymphocytes B de mémoire, y compris, il y a aussi un effet qui a été démontré à l'inverse de ce pneumovax 23, les vaccins conjugués ont joué un rôle important puisqu'il y a une production locale au niveau des muqueuses. C'est une bactérie, hein, ce n'est pas un virus. Et donc, on a pu démontrer clairement qu'en vaccinant des personnes, on diminuait leur contagiosité. Et donc, c'est le premier exemple où on a pu démontrer qu'en vaccinant les enfants c'était le Prévenard, donc avec un vaccin conjugué, en vaccinant les petits-enfants, on avait un effet protecteur sur les grands-parents. C'est le premier exemple démontré, ça a été démontré en Écosse, en Angleterre, il y a plusieurs études qui ont confirmé ça, et dans des pays nordiques. Donc, la herd immunity, ça existe, mais en tout cas pour les vaccins pneumocoques. Qu'est-ce qu'on a en Belgique aujourd'hui? Donc, on a le Prévenard 13, le conjugué qui est toujours là, Prévenard 13, qui couvre 13 sérotypes. On a le Vaxneuvance qui couvre 15 sérotypes de MSD, il est toujours là. Et puis, on a maintenant l'Apexnar 13 et à côté, toujours le non conjugué, le Pneumovax 23. Voilà, 4 vaccins que l'on a à disposition. Ça, je vais passer. Qu'est-ce qui a été publié finalement le 12 septembre 2022 par nos confrères du Conseil supérieur de la santé? Donc ça, c'est la position de notre Conseil supérieur de la santé qui a regardé toutes les études publiées et qui a tiré des conclusions. Et accrochez-vous. Donc, la groupe cible, comme je vous le disais, c'est des adultes présentant un risque accru d'infection ou adultes avec comorbidité. C'est quoi un risque accru? Quelqu'un qui a une immunodéficience native ou enfin innée ou acquise, des adultes présentant une aspénie anatomique ou fonctionnelle bien entendu, ou une drépanocytose, ou bien entendu les rares cas de patients ayant malheureusement une fuite de LCR en post-opératoire ou porteur d'un implant. Comorbidité, c'est toutes les grosses comorbidités, on ne va pas revenir dessus. Et alors, les personnes en bonne santé de 65 ans et plus, parce qu'on considère qu'au-delà de 65 ans, la notion de bonne santé devient relative. Aussi, oui, tout à fait. Donc, c'est ce que je dis, ceux qui ont une aspénie endogamique et ou fonctionnelle, hein, s'ils n'ont plus de rate, c'est fondamental. Alors, c'est un peu chargé comme diapo, mais voilà les recommandations du Conseil supérieur. Pour les adultes qui présentent un risque accru d'infection, primo-infection, c'est l'Apexnar. Logique. C'est un conjugué, c'est lui qui recouvre le plus de sérotypes puisqu'il en couvre 20. Donc, c'est logique. Maintenant, le Conseil supérieur de la santé propose un schéma alternatif qui est le Vaxneuvance, donc qui est celui qui couvre que 15 sérotypes, suivi 8 semaines après par un Pneumovax 23. L'idée, c'est celui qui couvre un 15 sérotypes conjugués, c'est moins large et c'est moins efficace. Mais si on vient après avec un polysaccharidique, 8 semaines après, on va récupérer, voire étendre aux 3 sérotypes non repris dans l'Apexnar. Revaccination tous les 5 ans. En tout cas, ça, c'est les recommandations aujourd'hui en septembre 2022. On n'a pas non plus suffisamment de recul avec l'usage de ce vaccin Apexnar. Donc ça, il faudra revoir par la suite. Revaccination, a priori, on ne change pas ce qu'on faisait avant quand on utilisait le Prévenard 13, c'est-à-dire qu'on fait un Pneumovax 23 tous les 5 ans pour les personnes âgées donc de 16 à 85 ans. Ceux qui ont été vaccinés uniquement au moyen du Pneumovax 23, on va passer à un Apexnar. C'est assez logique, il est beaucoup plus efficace, mais on sait qu'il faut attendre minimum 1 an après la dernière dose du vaccin Pneumovax 23, sinon l'efficacité de cette vaccination sera diminuée ou risque d'être diminuée. Et alors, si on vaccine de nouveau, on va tous les 5 ans avec un Pneumovax 23. Donc, les revaccinations, c'est avec un Pneumovax 23 tous les 5 ans pour des personnes jeunes. Les personnes qui ont été vaccinées par le passé au moyen d'un Prévenard 13, eh bien, on en reste là. Ils n'ont pas droit à l'Apexnar. Pour eux, on les revaccine tous les 5 ans avec le Pneumovax 23. Je vais passer parce que les adultes de 50 à 85 ans avec comorbidité, c'est globalement la même chose. Préférentiel, c'est l'Apexnar. Alternatif, le Vaxneuvance suivi d'un Pneumovax 23. Et les personnes qui ont été vaccinées au moyen du Pneumovax 23 par le passé, une seule vaccination ou éventuellement ceux qui ont été vaccinés au moyen du Prévenard 13, de nouveau, même chose. Et donc ça, moi, je ne comprends pas. Je ne vois pas pourquoi ces personnes-là
ne pourrait pas bénéficier d'un vaccin conjugué couvrant les 20 sérotypes les plus fréquents avec une efficacité nettement supérieure au Pneumovax 23. Ça, je ne comprends pas. Je vais passer rapidement, je vais passer en bonne santé âgée de 60 à 85 ans. C'est la même chose, en fait. À chaque fois, ils remettent exactement la même chose. La préférence va à l'Apexnar, mais on peut très bien reprendre un quintavalent, non, ça ne se dit pas. Mais on peut reprendre donc, le Vaxneuvance suivi d'un Pneumovax 23. Même chose ici. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils proposent bien sûr en première intention le conjugué qui couvre les 20 sérotypes, mais par contre, une alternative pour eux, c'est d'utiliser quand même un conjugué qui couvre que 15 sérotypes, donc la couverture est beaucoup moins large, et d'y rajouter 8 semaines après un Pneumovax 23 dont l'efficacité est relative. Je ne comprends pas. Enfin, moi, ce que j'avais perçu, et c'est vrai que c'était un peu compliqué et parfois un peu avec des zones d'ombre, mais je trouve que la différence essentielle, c'est que quand tu es âgé et en bonne santé, il n'y a plus de revaccination. Au-delà de 85 ans. De 65 à 85. Tu vois, revaccination, oui, actuellement oui, non recommandée si on a effectivement eu un Aprexnar ou le 20 ou le 15. Oui. Et donc ça, c'est quand même pas mal, parce qu'ici, on restait quand même dans l'optique que tous les 5 ans, on devait revacciner. Ici, on a fait marche arrière pour les gens en bonne santé. C'est ça, pour les gens en bonne santé âgés de 65 ans. Oui. Tout à fait. Oui, mais tu vois, ce que moi je ne comprends pas, c'est pourquoi ils continuent quand même à proposer comme schéma alternatif le Vaxneuvance. Oui, c'est ça. Je ne comprends pas. Alors, si on regarde financièrement, ça, ils font d'ailleurs, enfin, pas de la publicité, leur motivation, c'est le taux de vaccination chez les adultes est faible, le vaccin conjugué à valence élevée offre la possibilité de simplifier le schéma vaccinal. Mais oui, justement, c'est ça qu'on voulait. Alors, pourquoi proposer en schéma alternatif une combinaison de vaccins qui sont moins bons? Donc, effectivement, ils disent que le schéma préférentiel, c'est l'Apexnar. Et le Pneumovax 23, en tant que primo-vaccination, est uniquement préconisé comme deuxième choix chez les personnes âgées en bonne santé lorsque les circonstances, par exemple les difficultés financières, ne permettent pas l'utilisation de vaccins conjugués. Quand vous voyez les prix, je veux dire, enfin, je sais bien que ça coûte plus cher, mais le 23, c'est 33 € et l'Apexnar, c'est 80 €. Il y a 46 € de différence pour une efficacité qui est quand même dramatiquement supérieure. Hein. Donc, je trouve que cet aspect, par exemple, des difficultés financières n'est pas un argument du tout. Et comme il ne faut pas revacciner, après 2 ans, c'est le même prix. Oui, oui. Et par contre, leur schéma alternatif, c'est 75 € plus 33 €, ça coûte plus cher. Donc, je comprends vraiment pas ce qui a motivé nos éminents confrères du Conseil supérieur de la santé. Un petit mot sur la variole du singe, mais très rapide, hein, parce que on en a beaucoup parlé. Vous savez que d'abord la variole humaine, donc pas celle du singe, mais la variole humaine qui ressemble fort. Je vous rappelle quand même qu'elle a été éliminée en 1977 grâce à un programme de vaccination mondial. Ça donnait, outre l'éruption cutanée assez caractéristique, une mortalité de 15 à 45%. En fait, la variole donnait une mortalité de 15 à 45%. Dans une population non immunisée, bien entendu. Il y a une protection croisée, donc le vaccin contre la variole qui a été utilisé par le passé offre une protection contre tous les autres virus de même genre, et des réserves du virus de la variole sont stockées dans 2 laboratoires de référence, et on ne veut pas les détruire parce qu'on a peur qu'il y ait éventuellement d'autres stocks dans d'autres endroits, dans des mains peut-être moins bienveillantes. Et donc, on garde toujours dans 2 endroits séparés, contrôlés par l'OMS, un stock de ce virus de la variole, au cas où on devrait en urgence refabriquer en grande quantité des vaccins contre ce virus. Variole du singe, c'est le monkeypox se transmet par un contact direct ou indirect avec un animal, donc ce n'est pas que le singe, évidemment. Porte d'entrée, c'est la peau lésée, la muqueuse cutanée ou respiratoire via des grosses gouttes. Et comme l'épidémie, ou en tout cas la propagation récente nous l'a confirmé, et je n'ai pas ressorti le papier volontairement, c'est essentiellement à l'occasion de relations sexuelles et homosexuelles non protégées que la transmission s'est faite tout récemment, puisque c'était, je vais vous montrer ceci, voilà les chiffres belges. Donc, au 10 octobre, voilà en fait l'épidémie
du nombre de cas de variole du singe enregistrés par Cienzano en Belgique. Donc, au 10 octobre, un total de 780 cas confirmés de monkeypox ont été identifiés en Belgique. C'est évidemment une estimation, bien entendu. C'est pour avoir plutôt une idée du trend, de la tendance. Ça a commencé au mois de mai, mi-mai, et puis ça a culminé au mois de juillet. Pour redescendre, évidemment, les 2 dernières semaines ici ne sont pas encore complètes. Et donc, la principale voie de transmission reste le contact homosexuel non protégé. Dans les papiers publiés au niveau européen, dans le premier papier, je crois qu'on était à 95% de rapports homosexuels, 3%, enfin, donc 95% de patients qui disaient être homosexuels et avoir eu des rapports homosexuels non protégés, 3% qui disaient avoir des rapports bisexuels non protégés et 2% qui disaient n'avoir que des rapports hétérosexuels. Les Wallons ont l'air plus calmes. Ou alors ils se cachent plus, ça je ne sais pas. Mais voilà, mais donc il y a eu vraiment cette espèce de flambée. Moi, j'ai trouvé assez surprenant d'avoir lu dans certains titres, et entre autres dans des journaux de vulgarisation médicale, où on disait que la monkeypox, c'était le VIH du 21e siècle. Je rappelle quand même je vais revenir ici, que ça dure 5 à 21 jours, c'est très désagréable, ce n'est pas très esthétiquement, pas très, très, très réussi. Ceci étant dit, c'est à ce moment-là qu'on est contagieux. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est contagieux, ce qui n'empêche pas de contaminer d'autres personnes par des rapports homosexuels non protégés, quand on a 30-38,5 et ce genre de boutons disséminés sur le corps. Pas spécialement disséminés sur le corps, mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on est éminemment contagieux. Quand même dire que la fièvre, quand elle est présente, dure 1 à 3 jours, guérison spontanée en 2 à 4 semaines. Et la mortalité, dans les papiers publiés, s'il y a eu un cas en Belgique, mais qui est mort d'autre chose, il n'y a pas de mortalité. Donc, c'est une maladie dont on peut quand même relativement facilement éviter la propagation, la dissémination. 1, par des moyens peu onéreux. 2, qui est spontanément résolutive, qui n'est jamais mortelle. Et quand on regarde les rares personnes qui ont été hospitalisées, c'était pour adapter le traitement antidouleur parce qu'ils avaient des vésicules à des endroits mal placés. Mais néanmoins, on a ressorti en urgence des vaccins parce qu'il y avait des vaccins au fond d'un tiroir, des vaccins qui avaient été mis au point contre la variole du singe, et donc tous les pays se sont précipités dessus, en ont acheté. Et donc le vaccin Imvanex et Jynneos, ça fonctionne bien, il faut 2 doses évidemment, ça fonctionne bien, ça protège efficacement à partir de 2 semaines après la 2e dose et à partir de 7 jours après la dose de rappel chez ceux qui avaient déjà été vaccinés contre la variole. Donc, vous pouvez vacciner une personne à risque, un de vos patients à risque, donc essentiellement un patient homosexuel désirant avoir des rapports non protégés à risque, donc avec des inconnus. Donc, au niveau préventif, ça concernera les travailleurs du sexe masculin ou les transgenres. Évidemment, les travailleurs de laboratoire en contact avec le virus qui ne feraient pas attention ou qui seraient victimes d'un accident, d'une maladresse. Mais c'est évidemment dans le laboratoire qui manipule le monkeypox. Les hommes ayant eu des rapports sexuels avec plus d'un partenaire masculin, j'imagine que c'est dans un laps de temps proche, court. Les femmes sous PrEP, évidemment, et en post-exposition, c'est essentiellement le travailleur de santé. Il y a eu des contacts à risque avec des lésions infectées, bien entendu. Et le patient qui a eu dans les 4 jours des rapports sexuels avec un cas confirmé peut contacter son médecin traitant qui devra alors l'envoyer aux rares centres qui ont ce genre de vaccin à disposition. Voilà. Je trouve quand même que la publicité qu'on a faite d'abord sur l'aspect dramatique de ce monkeypox, pour moi, n'était pas justifiée. Et de 2, je trouve que la publicité faite sur ce vaccin était un peu excessive par rapport à la dangerosité, ou plutôt à l'innocuité, entre guillemets, de cette maladie. Des patients à risque ou voulant continuer à avoir des rapports non protégés à risque, on franchit la frontière pour les se faire vacciner parce qu'en France, on vaccinait les Belges, alors qu'ici, il fallait d'abord avoir l'autorisation et puis passer par les rares centres qui disposaient des vaccins. Ça a de nouveau été une cacophonie, ce qui n'a pas duré trop longtemps parce que, heureusement, l'épidémie a diminué rapidement et c'est rentré plus ou moins dans l'ordre. Mais je trouve que c'est quand même un petit peu excessif.
plus que 2 cas, enfin 3. La malaria. Je voulais vous parler de la malaria parce que vous avez sans doute tous entendu parler de ce superbe vaccin, le premier vaccin contre la malaria, Mosquirix. What is Mosquirix? Le first, donc c'est le premier vaccin contre la malaria qui a eu l'autorisation de mise sur le marché de l'OMS dans toutes les langues du monde entier. Je voulais vous en parler, j'avais quasiment fini. Et hier aux infos, aux 19h de RTL, le roi et la reine en visite dans le Brabant wallon aujourd'hui. Le couple royal est notamment allé à Rixensart, dans l'entreprise pharmaceutique GSK, site qui développe une première mondiale, un vaccin contre la malaria. Christophe Clément, Benjamin Van Kelst. Une aide d'honneur formée par les employés accueille les souverains. C'est la première fois que le couple royal découvre le siège historique de GSK en Belgique et notamment cette ligne de production dédiée au premier vaccin mondial contre la malaria. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est pour le vaccin malaria le Ghana, le Kenya et le Malawi. En Afrique, la malaria tue chaque minute un enfant. Le groupe pharmaceutique s'engage à fournir 15 millions de doses par an aux pays touchés par la maladie, le fruit de plus de 30 ans de recherche. GSK délocalise une grosse partie de la production de ce vaccin justement dans le Bharat Biotech indien. Donc, ils vont en fabriquer encore un petit peu ici sur le site de Rixensart, mais la majorité de la production, ce n'est pas la chaîne qu'on a filmée, ça se fera en Inde, ce qui est très bien. Ils vont pouvoir en fabriquer beaucoup plus parce qu'il faudrait évidemment en fabriquer énormément. Donc, je voulais insister sur ce, au risque d'être un peu pessimiste, mais formidable, on a enfin le premier vaccin contre la malaria, qui est la maladie parasitaire qui tue tellement d'enfants chaque seconde dans le monde. Petit rappel quand même, parce qu'effectivement, c'est une invention belge, c'est une découverte belge qui remonte à très longtemps, puisque au départ, en fait, c'est le Walter Reed Hospital, donc c'est un groupe américain militaire, en fait, qui travaillait sur ce vaccin, qui ne trouvait pas de bons résultats. Et il y a une collaboration qui a commencé il y a 40 ans avec GSK, qui d'ailleurs ne s'appelait pas encore GSK à l'époque. Et ils ont commencé à améliorer ce vieux vaccin, parce que le vaccin, c'est simplement le vaccin de départ, c'est une protéine, c'est comme Sposori, enfin peu importe, c'est une protéine de Plasmodium falciparum qui, injectée toute seule, ne donne quasiment rien. Et donc GSK dit, c'est pas grave, nous, on va mettre nos adjuvants miracles qui vont stimuler la réponse immunitaire suite à ce vaccin. Alors, ils ont, je ne sais pas qui a eu l'idée, mais déjà il y a très longtemps, ils ont eu l'idée de rajouter un antigène du virus de l'hépatite B, parce qu'ils se sont rendus compte que ça augmentait la réponse immunitaire de ce vaccin, qui porte le doux nom maintenant de Mosquirix, mais qui pendant des années s'est appelé RTS-SAS01. Il y a un petit E que j'ai oublié de rappeler. Donc, les premières études, vous voyez que, en fait, ça fait 40 ans qu'on travaille dessus. Hein. Ce n'est pas tout récent. Quand on dit maintenant en 2021-2022, on a enfin le premier vaccin formidable, grande découverte. D'accord, bon, ok, j'ai repris ici, juste en 2011, c'était quand même il y a 10 ans, c'était une des phases 2. Il y a eu plein d'études qui ont été faites avec ce vaccin essentiellement. Une des grosses études, je sais que ça a été publié aussi dans le New England et dans d'autres gazettes, mais ça, c'est la fameuse étude de phase 3, publié en 2015, beaucoup d'enfants séparés en deux groupes entre 6 et 12 semaines d'âge ou entre 5 et 17 mois dans 7 pays subsahariens, suivis de 4 ans. Évidemment, c'est difficile aussi, il faut les suivre avec beaucoup de précision et enregistrer et objectiver le nombre d'enfants qui, malgré la vaccination, vont faire une vraie malaria. Donc, ce sont des études extrêmement complexes. Juste pour vous dire, donc, c'était 3 groupes. Un groupe qui a reçu une dose de vaccin au temps zéro, puis à 1 mois, 2 mois, 20 mois. L'autre groupe qui a reçu une dose de vaccin temps zéro, 1 mois, 2 mois, et puis du Menjugate, on voulait voir en fait si le fait de donner une 4e dose 20 mois après améliorait l'efficacité du vaccin. Et alors, le groupe contrôle, le pauvre C3C, lui, il recevait soit un vaccin rage, soit un vaccin méningocoque les 4 fois. Étude, vous voyez, on ne va pas passer toutes les lignes. Simplement pour vous illustrer la complexité de réaliser ce genre d'études, et en Afrique en particulier, parce que donc, il a fallu identifier les 15 000 participants, les suivre pendant 20 mois, donc c'est vraiment extrêmement complexe, donc j'imagine que ces études-là doivent être très compliquées à faire. Alors, très schématiquement, voilà les résultats. L'efficacité vaccinale,
qu'il s'agisse du groupe 5-17 mois ou du groupe âgé de 6 à 12 semaines au début, vous voyez que globalement, ça c'est tous les pays dans lesquels l'étude a été menée, vous voyez que globalement, on est clairement du côté droit, overall, on a une efficacité vaccinale chez ces enfants-là, que l'on retrouve d'ailleurs, donc ça c'est dans le groupe qui a reçu 3 doses, et ça, c'est dans le groupe qui a reçu 4 doses. Donc, le rappel à 20 mois, c'est très bien. Et dans l'autre groupe d'âge, c'est la même chose. C'est à peu près plus ou moins le même résultat. Il n'y a qu'un site ici au Kenya où les résultats étaient moins bons. Ça, c'est toutes les malarias cliniques telles qu'elles ont été enregistrées. Si on se concentre, et je ne vais pas rentrer dans les détails, si on se concentre sur les malarias sévères qui ont nécessité une hospitalisation ou des traitements lourds, là, on voit que il y a clairement un shift. Hein. Ça, c'est toutes les malarias, donc enfants âgés de 5 à 17 mois, qui ont reçu 3 doses ou 4 doses. Vous voyez que clairement, si on se concentre sur les malarias sévères, il y a clairement un shift. Dans toute une série de sites, on n'a pas d'efficacité du tout. On n'a pas d'efficacité. Et de même ici, dans le groupe d'enfants âgés de 6 à 12 semaines, on voit qu'il y a dans plusieurs sites, on a malheureusement un manque d'efficacité en termes de prévention de malaria sévère. Je vais accélérer. En gros, la conclusion de cette étude-là, c'est qu'à 4 ans, parce qu'il faut le suivre, évidemment, un enfant qu'on vaccine quand il a 6 semaines ou 12 semaines, il faut le suivre pendant longtemps, puisque c'est les premières années de vie durant lesquelles il est à risque de faire une malaria sévérissime. Donc, après les 4 doses, globalement, on a, à 4 ans, on garde encore une efficacité de 26 à 36%. Diminution de 26 à 36%. Donc, c'est pour relativiser. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir travaillé pendant 40 ans pour mettre au point un vaccin qui a une efficacité qui est évidente et qui est démontrée. Et donc, tout le mérite le revient d'avoir persévéré. C'est tout à fait vrai. Maintenant, quand on dit, je crois que c'était là, non, voilà. Ça, c'est ce que j'avais vu. VaccineWorks, c'est le groupe Gavi. Ce vaccin a fait des miracles. OK, ça diminue, sur 4 ans, ça diminue de 26 à 36% le fait de faire une malaria. C'est énorme vu que le dénominateur est énorme, évidemment, puisqu'il y a énormément d'enfants qui sont atteints. Enfin, on aurait aimé avoir un vaccin quand même un petit peu plus efficace. Je vais vous montrer ceci. Encore 2 petites choses, j'ai presque terminé, mais 2 petites choses que je trouve que c'est très intéressant. Ça, c'est une autre étude. On s'est dit, tiens, on va comparer une prophylaxie chimique au vaccin. C'est le même vaccin, hein, c'est le même vaccin de GSK. Alors ici, c'est fait sur à peu près 7000. C'est fait sur 7000 enfants qui avaient tous entre 5 et 17 mois. On leur met 5 doses. Alors, il y a le groupe vaccin qui reçoit donc le vaccin. Alors, on a choisi évidemment les mois où le risque de malaria est maximal, donc avril 2017, mai et juin 2017, plus un rappel, donc une 4e dose l'année d'après et encore un rappel l'année d'après, et Perros, un placebo. L'autre groupe qui a reçu donc un autre vaccin, de nouveau rage ou hépatite A, et par contre, 4 jours par mois au risque de malaria, une prophylaxie antimalarique, c'était la sulfadoxine, pyrimétamine et l'amlodipine. Et alors, le 3e groupe, il a reçu les 2. Je trouve que c'est gonflé, c'est osé de s'être dit, on va comparer l'efficacité vaccinale à une chémoprévention. Juste en rappelant aussi que d'abord, ils ont donné à tout le monde un moustiquaire et que des équipes retournaient voir dans les villages pour être sûr que les moustiquaires soient correctement utilisés. Et en gardant aussi à l'esprit le fait que la manutention de ces vaccins n'est pas une chose évidente. Il faut les reconstituer, il y a une chaîne du froid. Enfin, c'est vraiment très, très compliqué, alors que la chémoprévention, c'est des pilules. Donc, l'administration est beaucoup plus simple aussi. Les conclusions qu'on vous voyez ici, c'est sur 3 ans de recul. Eh bien, prendre des pilules 4 jours par mois à risque marche aussi bien que le vaccin. Ou à l'inverse, le vaccin ne marche pas mieux que la chémoprévention toute seule. Mais par contre, si on combine les deux, on voit que le risque cumulé au cours des 3 années de l'étude est nettement diminué. Et donc, leur conclusion, c'est qu'il n'est pas inférieur à la chémoprévention, donc à prendre des pilules, mais que si on prend les deux ensemble, on diminue nettement le risque pour ces enfants d'attraper une malaria. Je trouvais que c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il ne faut pas laisser tomber
les efforts en termes de prévention chimique parce qu'on est en train de mettre au point un vaccin. Et je vais terminer quand même pour vous dire qu'il y a d'autres bonnes nouvelles et c'est peut-être pour ça aussi, parce que j'ai dit volontairement que ces 40 années d'acharnement pour mettre au point un vaccin, que c'était un seul groupe qui l'a fait, mais ça a suscité d'autres vocations et d'autres envies. Et ici, je vous montre, c'est un autre vaccin, c'est aussi publié dans le Lancet le mois passé, enfant âgé de 5 à 17 mois. C'est un tout autre vaccin. Lui, il s'appelle le R21, avec de nouveau un bon adjuvant qui s'appelle Matrix M. Peu importe, il y a 3 groupes. Il y a le groupe contrôle qui n'a que le vaccin rage, et puis il y a 2 groupes avec en fait une quantité différente de cet adjuvant, 4 doses, 0, 1, 2 et rappel à 12 mois. Voilà, quand vous voyez l'incidence cumulée par rapport au groupe contrôle et par rapport au groupe qui a reçu la petite dose de l'adjuvant ou la forte dose de l'adjuvant, on arrive à une efficacité. Alors, c'est qu'un an après le booster, mais de 71 à 80% de diminution. Tout ça pour vous dire que je pense que la voie est ouverte et qu'il y aura sûrement d'autres vaccins que le Mosquirix qui démontrera une efficacité supérieure. Un mot de la dengue? Très, très rapide. Parce que c'est du tout récent. Ça, ce sont des diapos que j'ai reçus de la firme Takeda, que j'ai reçu à prêter. Parce que alors ici, vous voyez que ce n'est pas encore approuvé par l'EMA, mais les choses viennent de changer. Ben oui, la dengue, pourquoi la dengue? Parce qu'à cause du réchauffement climatique, des voyages et autres, ben, on est passé de 9 pays à 120 pays dans lesquels on a décrit des cas de dengue. Comme vous le savez, on a trouvé des cas de dengue, pas d'importation en fait en Europe. Et donc, il est évident que le nombre de cas de dengue va continuer à se répandre sur le globe. Et c'est une maladie, comme vous savez peut-être, transmise par aussi des moustiques. Il y a 4 sérotypes distincts, numérotés de 1 à 4, simplement. Le problème, et je vais passer, on fait une première infection, le moustique nous injecte un de ces 4 sérotypes, c'est très bien, on va fabriquer des anticorps et on va guérir. Le problème, c'est que si on est de nouveau piqué par un autre sérotype, on risque de refaire une dengue, voire même de faire une dengue beaucoup plus sévère. Et ça, c'est le problème qui est illustré ici. Donc, des infections secondaires, des réinfections sont plus à risque de faire des cas de dengue sévères. Et une des explications, c'est que, en fait, à l'occasion de la première infection, on fabrique des anticorps contre ce sérotype-là, et puis on guérit. Après avoir fait une dengue, j'irai cliniquement normale, moyenne. Si on est réinfecté par un autre sérotype, ce que l'on pense, c'est qu'en fait, les anticorps que l'on avait faits à l'occasion de la première infection, qui existent, qui ne sont pas neutralisants, vont quand même recouvrir vos côtés ce nouveau virus et, via le récepteur FC, vont aller se réfugier dans les monocytes, mais comme ces anticorps ne sont pas neutralisants, ça passe par le récepteur FC, et donc, au contraire, ces anticorps augmenteraient la gravité d'une deuxième, voire d'une troisième infection. Et un papier d'ailleurs fait une étude faite chez les enfants en âge scolaire en Thaïlande a rapporté que les fièvres donc hémorragiques, la forme grave de dengue, dans 95% des cas, la fièvre hémorragique due à la dengue était due à des infections secondaires et non pas primaires. Donc, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir un vaccin pour vacciner même des gens qui auraient déjà fait une dengue, puisqu'ils sont à risque d'en refaire une plus sérieuse. Ça, je vais passer parce que le temps passe. Simplement, ce vaccin-ci, le vaccin TAC003, il est un peu comme les vaccins conjugués. D'ailleurs, c'est un vaccin vivant atténué, mais avec d'autres éléments. Et il stimule une immunité humorale avec des anticorps neutralisants formidables qui bloquent aussi une toxine de certains sérotypes. Il induit une immunité cellulaire, aussi bien au niveau des T8 que des T4, et aussi une immunité innée, en incitant des lymphocytes à produire des différents types de cytokines. Je vais passer ça rapidement pour vous dire que l'étude est en cours. On espère qu'elle sera finie en 2024. C'est une énorme étude
20 000 enfants âgés de 4 à 16 ans. Ça se fait dans 26 sites dans 8 pays d'Amérique latine et d'Asie. J'ai extrêmement bien résumé, simplement pour vous dire que ce sont les premiers résultats qui ont été publiés il y a 3 semaines à un congrès en Hollande. D'ailleurs, ils sont encore confidentiels. C'est marqué en rouge. Je crois que c'est encore confidentiel. On ne peut pas les diffuser en dehors du canal de la firme. Peu importe. Le premier endpoint, c'est-à-dire l'incidence d'infection dengue par rapport au placebo de 2,4%, on passe à 0,5%. Donc, c'est hautement efficace. Et quand on regarde tous les endpoints secondaires, c'est exactement la même chose. On brille dans tous les endpoints secondaires, sauf un seul ici, mais seulement c'était non significatif. Et quand on regarde de manière graphique, ici, vous voyez les enfants qui ont reçu le placebo, qu'ils étaient séronégatifs ou séropositifs, donc même s'ils avaient déjà fait avant une dengue ou pas, et quand on compare à ces enfants qui ont reçu la vaccination, vous voyez que sur un follow-up élevé, sur un suivi de 4 ans, clairement, ce vaccin fonctionne. Ça, je vais passer. Et alors, la bonne nouvelle, parce que pendant que je préparais ce séminaire, en début de semaine, j'ai vu que l'EMA venait d'approuver le vaccin de Takeda. Donc, le 17 octobre, l'Agence européenne des médicaments vient d'approuver le vaccin Takeda. Donc, ça veut dire que si tout va bien, on devrait avoir à disposition ce vaccin pour avril de l'année prochaine, pour avril 2023. Ce qui est quand même une excellente nouvelle parce qu'il y a de plus en plus de gens qui voyagent, il y a de plus en plus de dengue. Le prix sera sans doute de 80 € la dose, 80 ou 85 € la dose, qui est presque devenu un prix générique pour les vaccins aujourd'hui. C'est le même prix pour la Pexnar, c'est le même prix. Voilà. Et alors, je termine deux slides parce que je vous en avais parlé, mais je ne vous ai pas montré la photo, je crois, parce que je trouve ça formidable. Alors, ça a été publié il y a déjà un petit temps, c'était en novembre 2021. On ne parvient pas à mettre au point un vaccin contre la maladie de Lyme. Quand vous voyez ce superbe spiroquette qui a une tête de spiroquette italien, les spaghettis fins, il y a eu plein d'essais pour mettre au point un vaccin contre la Borrelia. Il n'y a pas de résultats très probants pour plein de raisons, je ne rentre pas dans les détails. Alors, il y a un groupe qui s'est dit, on va essayer de faire un vaccin contre le tic, ce qui est quand même gonflé, essayer de mettre au point un vaccin contre un parasite. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 19 protéines de la salive des tiques et ils ont fabriqué un vaccin à RNA messager. Alors ici, c'est un modèle aimant, on n'a pas encore fait à l'homme, mais c'est un modèle où ils ont injecté ça à un cochon d'Inde. Et donc, l'idée, c'est que si le cochon d'Inde est vacciné contre des protéines de la salive de la tique, au moment où la tique va mordre et va injecter de la salive, il va y avoir une réaction inflammatoire immédiate qui va essayer de l'éjecter. Je trouve ça extraordinaire comme raisonnement. Et juste une photo ici, vous voyez, à gauche, c'est le cochon d'Inde qui a été vacciné. Vous voyez qu'autour des tiques, il y a une réaction inflammatoire très, très importante. Il y a une réaction. Les anticorps du cochon d'Inde sont en train de se battre pour chasser les tiques qui essayent de mordre, alors qu'ici à droite, c'est le cochon d'Inde qui n'a pas été vacciné. Il n'y a pas de réaction inflammatoire. Les tiques vont pouvoir à leur aise rester accrochées et éventuellement injecter la Borrelia. Voilà, je vais en rester là. OK, merci bien, Jean. Alors, on va chasser les... Attends. Voilà. On arrête le partage. Voilà. Alors, questions, commentaires? Peut-être juste, on aura l'occasion d'y revenir dans le prochain programme pour rappeler que la dengue et toutes ces autres maladies provoquées par des moustiques, chikungunya, etc., on ne doit pas aller très loin et on ne doit pas nécessairement prendre l'avion, puisque maintenant, il y a quand même des foyers dans le sud de la France où il y a des cas qui augmentent de façon assez significative. Donc, on pourrait être concerné par ce type de vaccin, même si on ne voyage pas au loin, je dirais. Oui, tout à fait. Et j'ai dû passer très, très vite, faute de temps, mais effectivement, ça devient une problématique dans plein de pays du monde qui sont en plus de ça, vraiment des pays à destination touristique.
c'est pas que au fin fond des jungles et autres. Il faut pas, c'est pas seulement les voyageurs qui partent sac à dos à l'aventure pendant 4 mois. C'est vraiment dans des endroits touristiques parce que il y a de plus en plus de moustiques en fait. Oui. Avec ce réchauffement climatique. Ah, alors, question? J'avais une question pour le vaccin pour le malaria. Oui. Je me suis dit, quand ils ont fait alors les groupes, est-ce qu'ils ont considéré les personnes qui sont drépanocytaires, par exemple, parce qu'on avait supposé qu'ils seraient moins affectés par cela. Donc, je voulais savoir s'ils sont alors, est-ce qu'on a considéré cela ou on a juste pris les personnes de mémoire, donc ils n'ont pas exclu ces enfants, mais après ça, ils ont regardé pour voir si dans chaque groupe, il y avait un pourcentage qui était bien balancé. Mais ils les ont pas exclus. Jean, dans les chimiothérapies que nous utilisons, le MAPTERA par exemple, qui est un anticorps monoclonal anti-CD20, on élimine les lymphocytes B. On fait une vaccination pneumocoque avant. Ouais. On n'a pas le temps de faire toute la série de vaccinations. On n'a pas 2 mois devant nous. Souvent, nous avons 1 semaine, 10 jours devant nous. Quel vaccin tu nous proposes maintenant? La Pexnar. Clairement, il faut prendre le vaccin conjugué qui couvre les 20 sérotypes. Parce que justement, ton pneumovax 23 sera sans doute inefficace. Et donc, clairement. Mais la question sera de savoir est-ce que ce sera une dose unique ou pas. Et donc, ça, c'est un peu prématuré. Je veux dire, toutes les études vont continuer à courir et on saura dans quelques années si au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, d'une manière générale, l'efficacité de la Pexnar sera encore maintenue ou pas et nécessiterait éventuellement une deuxième injection. Alors, il y a Isabelle Wellmans là, qui voulait poser une question. Isabelle? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Ah, oui. Oui, bonjour, merci Jean pour cette présentation. Moi, j'ai une petite question parce qu'on est quand même confronté en hospitalisation à des patients jeunes, sans facteur de risque, qui font une pneumonie à pneumocoque qui peut être sévérissime avec un ampième qui se retrouve aux soins. Tu vaccines ces gens après ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire oui, parce que cette infection qu'ils ont faite, c'est un seul sérotype. Et je ne sais pas, moi, s'ils n'ont pas, eux, une sensibilité particulière. Et donc, je serais beaucoup plus à l'aise de les vacciner contre la majorité des autres sérotypes qu'ils risqueraient de croiser un jour, clairement. Alors, il y avait une question d'un vaccin, effectivement, qui est arrivé maintenant, qui est le bon vaccin par rapport à l'autre qui était moins bon vaccin. Le vaccin contre le zona. Alors, est-ce qu'il faut vacciner? Alors, j'attends avec impatience ta réponse parce que je me pose la question pour moi-même. Finalement, se taper un zona, ça peut être assez désagréable. Bon, je ne suis pas virologue, mais moi, je dirais, pour répondre à ta question directement, je dirais que le nouveau vaccin, le Shingrix, est clairement préférable à l'ancien vaccin. C'est tout à fait clair. Le précédent étant un vaccin vivant atténué, alors que le nouveau vaccin, voilà. Voilà. Alors, je trouve que, et d'ailleurs, j'avais présenté ça, et je m'étais fait un petit peu agresser, d'ailleurs, enfin, très gentiment à l'époque, parce que j'avais parlé du premier vaccin. Et je leur avais dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On le préconise pour les personnes qui vont être immunodéprimées parce qu'ils sont à risque de faire un méchant zona. Mais d'un autre côté, dans les contre-indications, c'est ne pas l'administrer à quelqu'un qui est immunodéprimé. Donc, je veux dire, la fenêtre de tir était assez étroite. C'est quelqu'un dont on suppose qu'il va être immunodéprimé un jour, mais il faut alors le vacciner avant qu'il ne le soit. C'est assez étroit comme fenêtre. Celui-ci, on peut le donner même à quelqu'un qui est déjà en cours d'immunodépression, je dirais. Exactement. Alors, ces 2 doses, ça coûte plus cher, d'accord, mais seulement on n'a pas cette contrainte et l'efficacité est nettement supérieure. Oui. Donc, la réponse serait probablement oui aux patients qui en font la demande. Parce que ça coûte quand même. Parce que ça coûte, hein. Moi, j'avais fait le compte. Donc, il faut 2 doses. Ouais, 100, et donc, 160. si tu es marié, tu vas vouloir faire profiter ton épouse aussi quand même. Mais donc, à 2, on arrive à 680 €. Oui. Hein, donc, c'est pas rien, quoi. Mais celui-là est fabriqué à Rixensart, enfin à Wavre-Nord. Donc, ça, c'est très important. OK. Bien. Eh bien, merci beaucoup, Jean. Merci pour les intervenants et à la semaine prochaine.